How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Maître Nabil Ben Naoum. Est-ce que je dis le nom comme il faut, Maître... regarde, je vais t'appeler Nabil, OK? Parce que je sais que tu es un pirate, puis tu as l'air d'un bon gars. J'ai toujours un malaise quand j'ai un avocat qui me parle. On dirait que je veux y aller avec le maître et tout ça, mais est-ce qu'on peut s'appeler par nos prénoms? Ben oui, tu l'as dit correctement, mais oui, bien sûr, Nabil, là, Parfait. Ça va faire l'affaire, puis on peut se tutoyer aussi, ça va être Parfait. Raconte un peu, tu es à Montréal, tu es avocat de la défense en droit criminel, donc ça, c'est pas un job facile. Ça doit... Comment ça se passe à Montréal en ce moment? Beaucoup de petits crimes, beaucoup de gangs de rue, beaucoup de... Tu sais, on voit des règlements de compte entre gangs, mafia, Hells, beaucoup de vols maintenant avec le coût de la vie. Comment ça se passe là? Tu sais, on voit des affaires dans les journaux, on voit des affaires sur Internet, mais toi, tu es plus groundé sur ce qui se passe. Puis souvent, quand on voit l'augmentation des crimes, ben, ça a un lien avec comment ça se passe dans notre société bien souvent. Donc, tu vois quoi en ce moment à Montréal? Oui, c'est ça. Ben, en fait, comme tu l'as dit, là, ma pratique, c'est en défense, en droit criminel. Et bon, à Montréal, ça va de tout, là. Ça va du vol à l'étalage jusqu'à la très grande criminalité. Je te dirais que pendant la période là, de la quarantaine, de la COVID, on voyait plus des crimes du style, tu sais, de la violence conjugale, Ouais. des crimes liés à la quarantaine, des choses comme ça. Maintenant, c'est très diversifié, là, puis bon, la pratique est très large, puis je te dirais qu'à Montréal, là, ça arrête pas, là. Non, il y a l'ouvrage. Donc, manque pas d'ouvrage pour toi puis les gens qui font du criminel. Mais c'est une grosse job. Vous faites une grosse job. Ceux qui font ça, moi, dans ma famille, il y en a qui ont fait ça longtemps, pendant des années. Regarde, c'est un travail incroyable. Pendant la COVID, Nabil, tu as été du peu de gens en droit qui ont osé questionner le système judiciaire, à savoir si tout ce que nous vivions était légal. Raconte-nous un peu, d'abord, comment tu l'as vécu et pourquoi toi, tu t'es élevé par rapport à d'autres? Parce que la majorité ont décidé de s'asseoir sur leurs mains. Pour des raisons qu'on sait maintenant. Les gens avaient peur des conséquences. Le gouvernement était tout partout. Les médias étaient unanimes. On a été une société vraiment à part quand on regarde tous les débats qu'il y avait ailleurs dans le monde. Donc, toi, tu l'as vécu comment et c'est quand que tu as décidé de te lever et dire ben, je vais aller au moins essayer de défendre les droits des Québécois? Raconte-nous ça. Ouais, ben c'est sûr que durant toute la période de la COVID là, et des mesures sanitaires, j'ai été très interpellé par plusieurs choses. Bon, moi, j'ai fini ma formation en droit là, en 2016, donc on était 5 ans avant le début de la COVID. Et plusieurs choses là, de cette époque, notamment là, la liberté de consentement, le consentement aux soins libres et éclairés, la privatisation du dossier médical, la liberté de circulation, toutes ces choses-là, c'était des choses qui étaient vraiment avérées, là, qu'on nous apprend là, dans notre formation en droit, que c'est des principes fondamentaux, on étudie des décisions, notamment le fait là, que, par exemple, les témoins de Jéhovah sont contre des transfusions sanguines et que s'ils sont dans une situation d'urgence et ils refusent de se prêter à un traitement médical, ben, je veux dire, il faut le respecter. Puis, petit à petit, là, au courant de l'année 2020-2021, durant la période de COVID, j'ai vu un basculement là, de tous ces principes fondamentaux qu'on nous avait appris et un certain silence là, face à celui-ci. Mais comme tu l'as dit, là, ma pratique, c'est en droit criminel et pénal à temps plein. Donc, j'avais pas nécessairement le temps et l'envie là, de courir après tous les enjeux possibles et imaginaux, mais j'ai décidé de faire le pas au début de l'année 2021, je te dirais au courant de l'hiver 2020-2021, quand, bon, on se resitue, là, on est juste avant l'élection fédérale, et dans un discours là, de campagne, Justin Trudeau annonce que, au détour d'une phrase, il dit « Un citoyen non vacciné contre la COVID ne pourra pas se trouver dans un avion et risquer de contaminer un citoyen vacciné ». Et à ce moment-là, je suis à l'extérieur du Québec, là, je suis moi-même en voyage et je reçois un appel d'un ami qui me rapporte ça. Et mon premier réflexe, là, c'est de dire, ben voyons, il peut dire ça là, au détour d'une phrase, là, dans une promesse électorale, mais c'est absolument inapplicable, là, la liberté de circulation, surtout au Canada, le droit de prendre l'avion, d'aller et venir du pays.
c'est un principe fondamental et ça résistera jamais au test des tribunaux. Donc, j'ai pas repensé à ça par la suite et 2 mois plus tard, ou en novembre 2021, le mandat vaccinal dans les transports est dicté par Transport Canada est effectif. Mhm. Ce qui veut dire qu'un citoyen non vacciné ne peut pas prendre l'avion au Canada. Donc, au début, j'en fais rien. Là, je me dis, bon, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Tu sais, c'est un réflexe un peu humain de se dire, moi, c'est pas non plus ma spécialité, les recours là, en Non, cour je comprends. fédérale, constitutionnelle. Et je vois qu'absolument rien se passe. Donc, 2 mois plus tard, je décide de déposer une demande en contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Donc, on est au courant le décembre 2021, début 2022. Et par la suite, d'autres citoyens du Canada se joignent à moi, là, notamment Brian Peckford, qui est un ancien premier ministre de Terre-Neuve, et Maxime Bernier. Et on met tous les recours ensemble, donc une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, et c'est entendu donc au début de l'année 2022. C'est comme ça un peu que tout est parti sur ce recours-là. Puis moi, j'ai vraiment focalisé là, sur le mandat vaccinal dans les transports pour prendre l'avion au Canada. Donc, à partir de là, est-ce que tu penses, est-ce que tu le fais pour gagner? Tu le fais pour soulever le débat? Est-ce que tu as confiance? Puis, qu'est-ce qui arrive à partir de là? À l'époque, là, je suis vraiment idéaliste. Je pense avoir des excellentes chances de succès là, du recours. Je me dis, je veux dire, voyons, c'est écrit noir sur blanc. Là. Toute personne peut aller et venir du Canada. Je veux dire, présentement, ça nous est interdit. Il y a d'autres façons de respecter l'objectif gouvernemental de limiter la propagation de la COVID sans interdire d'entrer dans un avion. Il y a le test négatif à la COVID. Je veux dire, je crois fondamentalement à mes chances de succès. Là. Je suis pas ce qu'on appelle en droit là, un demandeur quérulant qui fait des recours pour faire des recours puis pour se faire une publicité. Il faut comprendre que aussi, ça m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc, si je m'investis dans le recours, c'est parce que je pense non seulement que j'ai des bonnes chances de succès, mais que mes chances sont excellentes. Donc, on commence ça début 2022. Le recours est entendu. On passe en revue là, tous les spécialistes du gouvernement fédéral, les docteurs, les hauts placés à Transport Canada qui nous expliquent les fondements là, du mandat vaccinal. Donc, tout le dossier est instruit totalement normalement. Tous les recours là, sont mis ensemble de tous les citoyens canadiens qui veulent faire une demande de contrôle judiciaire là-dessus. Et puis, quelques mois plus tard, là, bon, le recours est instruit au courant de l'année 2022, et puis au mois de juin, donc on est juste avant l'étape finale là, du recours, l'audience sur le fond. Oui. Le gouvernement, par le ministre des Transports, annonce une suspension, puis là-dessus on pourra y revenir plus tard, mais le terme est vraiment très important, une suspension du mandat vaccinal dans les transports. Puis j'ai l'arrogance de penser là, que c'était dû en grande partie aussi à cause de ce recours-là qu'on a fait qui était vraiment passé sous silence. Okay. Juste, Nabil, pour le remettre dans le temps. Là. Donc, on est à juin 2022. Donc, ça veut dire que le gouvernement annonce pendant que vous êtes en procès que ça finit le mandat. Donc, le mandat mandat vaccinal pour nous empêcher de voyager. Mais est-ce qu'il était effectif à ce moment-là où il avait annoncé une date ultérieure en disant oui, on a décidé aujourd'hui, mais ça va finir le 1er octobre ou le 1er décembre? Est-ce que c'était comme. Regarde, je ne veux pas oublier, là, ça, tu peux me croire là-dessus. Là, je ne veux pas oublier rien de cette époque-là, mais j'ai oublié à peu près comment ça s'est passé la fin. Non, c'est correct. Le timeline, c'est que, de mémoire, là, le 14 juin 2022, le gouvernement annonce une suspension du mandat vaccinal à partir du 21 juin, donc une semaine plus tard. Okay. Donc, c'est vraiment à très, très court terme. Et là, tout de suite, évidemment, les avocats du gouvernement se jettent là-dessus pour faire ce qu'on appelle en droit là, une requête en radiation. C'est quoi une requête en radiation? C'est de dire le recours doit être radié pour caractère théorique. Donc, ça c'est un autre concept en droit, là, c'est que quand il n'y a plus de litige entre les parties, quand il n'y a plus
d'intérêt public à entendre une affaire, et là-dessus, il faut y revenir. L'intérêt public, c'est central dans ce dossier-là. Un juge peut radier un recours en disant « c'est plus nécessaire que la justice s'en mêle, c'est plus nécessaire d'investir de l'argent pour entendre une affaire qui est finalement sans plus d'intérêt ». Donc, le recours au début était sur le fond. C'est ce qu'on appelle en droit sur le fond, c'est-à-dire sur le fondement du recours. Et après ça, il est devenu sur la question ou non de le radier pour caractère théorique. Donc là, on se resitue dans le temps, on est au mois de juin, et on était censé quasi terminer là, les interrogatoires et commencer le procès. Et on fait ce qu'on appelle une gestion d'instance. Donc, une juge gestionnaire nous convoque pour établir les prochaines étapes et on fixe une audience sur la requête en radiation. C'est-à-dire, j'essaie de vulgariser le plus possible. Oh, oui, c'est très clair. Ouais, décider si, oui ou non, le recours doit continuer. Je comprends où tu t'en vas, là. Je comprends très bien qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire. Là. Parfait. Donc là, on fixe une date en octobre 2022. Donc l'an dernier, pour déterminer si oui ou non c'est théorique et le recours doit être radié. Donc on est en cour fédérale de première instance. La juge en cour fédérale, suite à l'audience, décide de dire le recours est devenu théorique parce qu'il n'y a plus d'intérêt public à entendre l'affaire. C'est dans sa décision. Il n'y a plus d'intérêt à mettre des ressources judiciaires là-dessus. Donc, le recours doit être radié. Et le recours a été radié. Et c'est de cette décision-là qu'on fait appel. Donc, on a fait appel à la Cour d'appel fédérale de cette décision. Et c'est ça le spoiler alert. Il y a 2-3 semaines, on a reçu la décision de la Cour d'appel qui dit effectivement, le recours est devenu théorique. Il n'y a pas d'erreur dans la décision de première instance et le recours doit être radié. Donc, c'est un peu là où on en est aujourd'hui. Non, de là ta réflexion tout à l'heure où tu disais il y a peut-être un lien avec le fait que on a soulevé ce point-là. Donc, ça a probablement accéléré la décision de mettre un fin au... c'était un mandat, le mandat vaccinal qui donnait le droit d'empêcher les gens de prendre l'avion ou le train, je pense, à ce moment-là, sans être s'ils n'étaient pas vaccinés, ils n'avaient pas le droit. Donc, toi, tu dis, c'est sûr que si on n'avait pas fait ça, probablement que ça aurait duré plus longtemps. Ça serait peut-être terminé aujourd'hui, mais ça aurait duré plus longtemps parce qu'eux ne voulaient pas avoir le jugement de ça. Ils ne voulaient pas avoir le jugement parce que dans une étape ultérieure dans le futur, probablement qu'il y en aurait eu besoin, mais là, ça aurait peut-être été une jurisprudence. C'est ça que je comprends? Oui, moi, je suis convaincu de ça. C'est qu'ils ne voulaient pas aller sur le fond du mandat vaccinal parce qu'il y avait, tout au long de l'audience qu'on a fait, tellement d'absurdité, d'énormité que, je veux dire, la suspension est arrivée vraiment là, comme une porte de secours pour eux, puis le recours en radiation a permis qu'on n'aille pas creuser c'était quoi le mandat vaccinal. Parce que un point que j'aimerais clarifier, là, parce que je l'entends trop souvent, je le vois souvent en ligne quand je parle du recours, on me dit que finalement, là, les mesures COVID ont été appliquées partout dans le monde, qu'on n'était pas les seuls, etc. Mais sur le mandat vaccinal dans les transports, mais c'est totalement faux. C'est pas arrivé aux États-Unis d'interdire à des citoyens de prendre l'avion. C'est pas arrivé en France. C'est pas arrivé au Japon. C'est pas arrivé en Allemagne. C'est arrivé finalement dans aucune société civilisée. Et la question que ça pose, c'est pourquoi et comment ça a pu arriver au Canada? Comment est-ce qu'on est devenu finalement la risée là, des sociétés occidentales et sans aucun contrôle des tribunaux? Et c'est là-dessus qu'ils veulent pas qu'on creuse, qu'ils veulent pas qu'on aille au cœur du litige, parce que depuis le début, finalement, on est sur le caractère théorique ou non, mais on parle jamais du mandat vaccinal et de ce que c'était concrètement. Ouais. Et l'unicité du Canada là, dans tout ça. Il y avait des règles aux États-Unis. Ils nous demandaient, entre autres, si on arrivait d'ailleurs, ils nous demandaient une preuve de vaccination ou encore, si tu n'as pas de preuve de vaccination et que tu n'es pas vacciné, une preuve que tu as été testé, mais tu pouvais prendre l'avion. Tandis qu'au Canada... Non? Oui, mais c'est-à-dire la différence fondamentale, Jeff, c'est que moi, je parle d'un citoyen national. Donc, un Américain aux États-Unis. Voilà, c'est là que je m'en allais, exactement. Si un pays veut faire des règles pour des étrangers, j'en ai aucun problème. Je comprends que pour un citoyen non vacciné, c'était compliqué d'aller aux États-Unis.
Je pense que par la frontière terrestre, parfois ils le demandaient, parfois non. Mais j'ai aucun problème avec ça, là. Un pays peut contrôler ses frontières pour les étrangers. Par contre, ce que je suis en train de vous dire, là, c'est qu'il n'y a aucun Voilà. pays où un citoyen national ne pouvait pas quitter le pays, là. Moi, je connais Cuba, je connais la Corée du Nord, j'en connais pas d'autres. Donc, c'est là-dessus que c'était totalement aberrant. Puis non seulement ça, là, mais j'ai l'impression que, en général, là, et c'est tout à fait normal, le grand public connaît pas le mandat vaccinal dans les transports. Mais saviez-vous qu'un étranger pouvait prendre l'avion au Canada en étant non vacciné? C'est-à-dire le mandat vaccinal ne s'appliquait pas aux étrangers. Il C'est incroyable. s'appliquait aux Canadiens. Ah oui. Ça veut dire que si tu es au Canada et que tu es Canadien, tu peux pas prendre l'avion. Mais si tu es un étranger, tu as un passeport étranger, c'est correct. Et je veux dire, c'est assez facile là, de comprendre pourquoi. Imaginez-vous là, une situation où un citoyen chinois ou un citoyen russe est détenu au Canada sans pouvoir sortir. Ça aurait fait des problèmes diplomatiques là, infinis. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de contourner des obligations internationales dans le mandat vaccinal. Et moi, je me retrouve. Qu'est-ce que ça dit, Nabil, que les gens, quand tu écris sur les réseaux sociaux ce que tu as débattu et tout, puis qu'ils t'arrivent avec des réponses comme ça? Moi, j'en ai plein, moi, de réponses comme ça. Je suis habitué à ça. Mais moi, c'est le bout où ces gens-là ont été quasi hypnotisés par tout ce qui s'est passé, au point de prendre mes droits et jette-les à la poubelle. Moi, c'est ce côté... Avant, je me suis posé beaucoup de questions sur comment des sociétés ont pu l'échapper dans l'histoire, là, toutes les mauvaises histoires qu'on connaît. Puis je me disais, mais voyons. Puis à un moment donné, j'ai écouté un podcast de Joe Rogan l'année passée, peut-être 2 ans, avec la jeune fille qui s'était échappée de la Corée du Nord en passant par la Chine, qui avait vécu des affaires terribles, qui nous racontait comment le régime de la Corée du Nord s'était installé. Et c'est vraiment, vraiment très... ça arrive à la cuillère. Là. Tu t'en rends pas compte, il y a des... Et là, tu laisses aller des droits, puis tu laisses aller, puis à un moment donné, tu deviens complètement captif. Tu es esclave quasiment de ce régime-là sans t'en rendre compte. Moi, ça m'a... Tu sais, pour une société qui est éduquée, en tout cas en principe, qui est éduquée, qui a toujours été reconnue comme une société qui était avec du caractère, avec une culture, etc., des choses... tu sais, entre autres, les droits de liberté, toutes ces choses-là, moi, j'ai toujours pensé que c'était primordial dans notre société. Quand j'ai vu comment la population s'est comportée, quand elle répond à ça, puis encore aujourd'hui, moi, des fois, je fais encore allusion à ça. « Hey, allez-vous en revenir de la COVID? » Ben oui, mais on ne peut pas en revenir. Ce qui est arrivé est tellement grave qu'on ne peut pas en revenir. Ça marque l'histoire de notre nation. Comment beaucoup de gens peuvent être si faibles devant des choses aussi importantes? C'est tellement important ce que tu es en train de dire parce que faut comprendre, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Là. C'est une longue dérive, c'est une succession de décisions de justice, de décisions gouvernementales aussi aberrantes les unes à partir des autres, les unes après les autres, qui font qu'on drift petit à petit là, vers une société de moins en moins démocratique. Et tu parles de la Corée du Nord, mais c'est ça que j'avais mentionné aussi là, dans ma plaidoirie en cours d'appel. La Corée du Nord a une constitution, by the way, puis elle est vraiment très libérale. Là. Je vous invite à aller la googler puis aller la lire. Puis le pays s'appelle la République démocratique de Corée. Je veux dire, puis pour les gens qui veulent faire des raccourcis, là, je suis pas en train de dire que le Canada, c'est la Corée du Nord. On a encore beaucoup de droits, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'une constitution, puis c'est ça que je me tue à dire aux juges depuis le début, une constitution, c'est des mots, c'est des phrases, mais elle doit être défendue, elle doit être constamment confirmée par des décisions de justice. Et là, si les décisions de la Cour fédérale, les unes après les autres, nous disent que finalement, il n'y a rien à voir, passer à autre chose, c'est comme ça qu'on petit à petit, on dérive vers une société de moins en moins démocratique. Puis ça, je veux dire, c'est pas figé dans le temps, là, c'est en mouvance, puis ça amène aussi d'autres pays, d'autres sociétés à de moins en moins avoir confiance en le système de justice, en nos principes démocratiques et à se tourner vers d'autres voies. Donc... moi, à mes yeux, notre Constitution a perdu
a perdu son sens un peu d'une manière, dans le sens que nous, moi, j'aurais jamais pensé tout ce qui est arrivé pendant la COVID. Moi, j'étais certain qu'on était protégés par, on se l'est dit souvent, Jerry, on était certain qu'on était protégés par, nos droits fondamentaux l'étaient par la Constitution. On ne savait pas que quelqu'un, un genre de clown, pouvait arriver et dire, ben là, à cause de telle raison, tous les droits, on enlève tout ça, puis on a une gestion complètement différente. Ben oui, j'ai jamais su ça de ma vie. Moi, c'est un choc terrible que j'ai vu là. Et de voir que plusieurs n'ont pas eu ce choc-là, ça me vire à l'envers. Jeff et Nabil, moi puis Jeff, on s'en est parlé souvent de ça. C'est-à-dire, qui connaissait, vraiment là, qui connaissait jusqu'où un gouvernement pouvait avoir de pouvoir avec un état d'urgence sanitaire? C'est-à-dire, de gouverner par décret, semaine après semaine, même si le Parlement est fermé. On s'entend-tu? Même si le Parlement est fermé. Donc, une espèce de gouvernance totalitaire pendant des mois et des mois. Moi là, c'est ça qui me... Puis le plus incroyable, c'est que c'est encore là. Ça pourrait arriver de nouveau. Ils ont encore... Ça n'a pas été enlevé, ça, là. La CAQ n'a pas joué là-dedans. Là. Mais imaginez-vous... Je pense que dans les gouvernements à venir, les prochains élus, il faut... que ce soit au fédéral ou au provincial, à un moment donné, il faut fermer cette porte-là, parce que c'est une porte à une dictature. Et sur ce point-là, ce que tu dis par rapport au fait que c'est encore actuel, que ça pourrait revenir, Jerry, c'est ce point-là qui était crucial pour la décision du caractère théorique, c'est parce que le mandat vaccinal, on nous a toujours dit, les représentants gouvernementaux sont très têtus là-dessus, ils ont beaucoup d'orgueil, ils nous ont dit du début à la fin que c'était une suspension. Donc, sur la question là, de ce qu'on appelle en anglais là, la mootness, est-ce qu'un recours est devenu moot? C'est est-ce que ça pourrait revenir? Et une suspension, c'est pas une abrogation. Ça veut dire que, puis encore aujourd'hui, si vous allez sur le site du gouvernement, c'est indiqué noir sur blanc que le mandat vaccinal est suspendu. Ah, voilà. Et malgré tout, on nous dit qu'il n'y a plus de litige actuel et finalement, ils nous disent bon, ben si ça revient, on verra. Ça, c'est très mais bon. qu'on va pas sur le fond. Mais regarde ça, là, ce que tu fais là, puis la réponse que tu as eue, la décision que tu as eue, c'est ça. C'est pour ça, moi, je me suis levé debout tout le long de la COVID. C'est une autre preuve. C'est la preuve qu'on a bien fait de se lever debout. Regarde, vois-tu, ils te le disent. On suspend, donc c'est pas terminé. Mais vu que c'est suspendu, ton recours n'a plus de poids, puis il est théorique, etc., etc. Donc, le prochain step pour toi, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une possibilité d'appel? Qu'est-ce qui arrive? Le dernier step, en fait, ce serait un appel à la Cour suprême. Donc, en fait, ce serait une requête pour permission d'appeler à la Cour suprême. Et quelles sont les chances qu'ils t'entendent? Parce que la Cour suprême tasse des causes. Elle n'est pas obligée de les prendre. La Cour suprême entend très peu de recours là, par rapport à toutes les requêtes pour permission d'appeler. Honnêtement, il y a 2 ans, je t'aurais dit c'est certain qu'ils vont nous entendre. Là, aujourd'hui, je suis un peu échaudé là, par rapport à la situation. Je considère l'essayer parce que, au final, ce que la décision vient nous dire, là, vraiment, en termes simples pour le monde, c'est si un gouvernement te prend un droit et te le redonne la veille du procès, il n'y a plus de litige. Oui. Ça veut dire, Jeff, que si le gouvernement te dit « J'aime pas ton podcast, je t'enlève ton droit de vote », que tu fais une demande en contrôle judiciaire et que la veille du procès, il te redonne ton droit de vote, le litige est devenu moot. Il y a plus de litige, il n'y a plus d'enjeu. Finalement, le gouvernement peut jouer à ce jeu-là de manière infinie. Puis c'est la question que j'ai posée aux juges et qui ne m'ont pas répondu, évidemment, parce qu'ils n'ont absolument rien à dire là-dessus. C'est si on enlève d'autres droits et qu'on les redonne à minuit moins 1, est-ce que le recours est encore actuel? Puis c'est quoi la différence avec la liberté de circulation? Je veux dire, tous les droits sont égaux. Pourquoi est-ce que pour la liberté de circulation, c'est devenu moot, mais pour le droit de vote, ça ne le serait plus? Je veux dire, c'est vraiment une décision là, dangereuse, dans le sens qu'elle vient asseoir un droit, un privilège supplémentaire au gouvernement, celui d'enlever puis donner des droits, puis les redonner juste avant un procès. Je veux dire, c'est pas ça du tout là, que la mootness prévoyait. Puis par rapport à ta question initiale là, de la permission d'appeler à la Cour suprême, c'est ce point-là que je veux faire valoir, la dangerosité d'une telle décision, puis comment est-ce qu'elle est contraire là, à tous les principes de contrôle judiciaire. C'est pas vrai que parce qu'on décide de te redonner un droit,
Je vais vous donner un autre exemple concret. Là. En ce moment, je vois qu'il y a beaucoup de poursuites et j'ai des clients là, qui sont touchés pour des faux passeports vaccinaux. Puis c'est drôle, pour ces poursuites-là, on ne dit plus que c'est théorique. Hein, ça va juste de voir. C'est vrai. Donc, ça ne s'applique pas, là. Je veux dire, dans ces situations-là, c'est pas théorique. Donc, finalement, le gouvernement, je veux dire, déjà qu'il y a des ressources infinies, déjà, puis ça, je veux dire, c'est dit là, dans toute la jurisprudence que le gouvernement, les avocats du gouvernement, il faut faire attention, ils doivent avoir un comportement idéal, ils sont finalement au-dessus du citoyen ordinaire. Déjà qu'ils ont un peu cette supériorité-là, si en plus, on les traite différemment, puis on leur donne un privilège, celui de ne pas faire analyser leurs actions, mais que le citoyen ordinaire qui a décidé de faire un faux passeport vaccinal, celui-là, le recours du gouvernement n'est pas moot. Je veux dire, on se retrouve dans une situation totalement déséquilibrée, totalement absurde. Et moi, je peux vous dire là, qu'en 2021-2022, je pratique en droit criminel, j'ai un carnet d'adresses là, assez bien garni, puis on m'a proposé un faux passeport vaccinal pour sortir du pays. J'ai beaucoup de clients qui l'ont fait. Oui. Moi, à l'époque, là, ça a toujours été non. Je voulais prendre la voie là, du judiciaire, du démocratique. Mais aujourd'hui, là, je veux dire, si c'était à refaire, je me pose sincèrement la question, est-ce que je réinvestirais des dizaines de milliers de dollars pour ma défense judiciaire, des mois de temps, des heures et des heures à plus finir? En fait, la question que je me pose, c'est au Canada, quelle est la meilleure façon pour moi d'assurer ma liberté de circulation? Voilà. Et c'est ça la dangerosité. Puis on parlait de d'autres sociétés là, plus tôt. Je veux dire, dans d'autres pays, ils ne se cassent pas la tête là, avec des recours de contrôle judiciaire, des actions du gouvernement. Ils trouvent des moyens. Ils se disent exactement qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est ça la dangerosité aussi d'une telle décision, c'est que, je veux dire, ça encourage la magouille, ça encourage les moyens alternatifs, puis c'est sans fin. Eh bien, bravo. Bravo, puis bonne chance. On ne sait pas. Regarde, on est probablement réaliste, mais Nabil, bravo. Bravo. Si tu as besoin de nous parler pour nous raconter la suite, si jamais il arrive des bonnes nouvelles, même des mauvaises, tu es le bienvenu. Garde, extraordinaire. Bravo. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense qu'il y a 3 ou 4 de tes collègues qui ont osé faire des choses semblables, soit au Québec ou au fédéral. Ça prenait beaucoup de courage parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait une orchestre médiatique qui était unanime également. On parle du politique, mais il y avait également l'orchestre médiatique qui était unanime. Maître Nabil Ben Naoum, donc si les gens ont besoin de services de défense en droit criminel dans la grande région de Montréal, chez quelqu'un à prendre. Merci Nabil, on se dit à la prochaine. Puis très intéressant. Voilà pour le Prime d'aujourd'hui. Jerry, merci à Mr. White.